Bonjour à toutes et à tous, IT for Business est sur API Days Paris 2024, le rendez-vous annuel du monde des API. API Days chaque année, c'est un événement qui réunit de très grands acteurs, de très grands noms des API. On trouve des Nokia, on trouve des IBM, on trouve des Google. Toutes ces entreprises sont positionnées sur différents segments des API, comme l'API Gateway par exemple, ou l'API Management. Aujourd'hui, le monde des API n'est plus uniquement un monde technologique, car les API permettent aux entreprises de s'ouvrir vers d'autres écosystèmes et bien sûr de générer des revenus. API Day, c'est également des conférences, des rendez-vous, des keynotes qui permettent aux visiteurs de mieux comprendre ce monde-là et bien sûr de générer du business et de nouvelles idées. Bonjour à tous, IT for Business était sur API Days 2024. Pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, ce récap est pour vous. Et je vous propose d'écouter Mehdi Medjaoui, fondateur du salon, qui en explique les grands thèmes de cette année. Alors les grands thèmes de cette année, il y en a vraiment trois. Le premier qui est dans toutes les bouches, c'est Generative AI. Comment intégrer la Generative AI dans les systèmes informatiques, la sécurité, la conformité, les use cases avec le métier. Le deuxième, c'est l'API Lifecycle Management. Comment je design, déploie, conçois, sécurise et manage mes API pour les partager vers le business et vers la Generative AI. Donc ça, c'est vraiment le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est la soutenabilité du numérique avec la conférence Green.io qui est collocated, qui est au même endroit que les autres conférences. Beaucoup de décideurs du numérique aujourd'hui ne sont pas à l'action sur l'environnement ou la soutenabilité, ils en sont à l'observabilité, savoir ce qui se passe. Il y a encore beaucoup de débats avec les opérateurs cloud de réseau sur quelle électricité, à quel point elle est carbonée, à quel moment sur le réseau. Et donc pour l'instant, on en est encore à savoir compter pour ensuite décider. Donc c'est pour ça qu'on voulait des gens comme Electricity Map ou autres. On est encore dans l'observabilité pour comprendre ce qui est en train de se passer et on décidera plus tard. C'est l'information pour comprendre et une fois qu'on comprend, on peut agir. API Days reste un salon à l'occasion duquel les entreprises présentent également leur stratégie d'API. C'est ce que viennent justement entendre les visiteurs et Orange notamment a expliqué comment ils s'y prenaient. Les 4 opérateurs français, les 4 principaux opérateurs français, donc je vais les citer, Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR, donc par ordre alphabétique, pour respecter l'ordre. Eh bien, on a travaillé ensemble, ça fait depuis cet été qu'on travaille ensemble et on va mettre à disposition des développeurs début 2025 3 API qui seront identiques. Voilà. Donc on a 3 API, je peux un peu en parler, une API de SIM-swap. Alors les API, avant d'en parler, c'est plutôt des API dont on cible la détection de la fraude. Donc il y a une API de SIM-swap pour vérifier s'il y a eu une arnaque à la carte SIM sur un téléphone. Une API de Know Your Customer qui permet de vérifier pour un développeur qui saisit des données, qui demande à son utilisateur de saisir des données, si nos opérateurs on a les mêmes données pour éviter de la personnalisation. Et puis la troisième qui est Number Verification qui permet d'envoyer le numéro de téléphone par le réseau. Et vous savez, ça évite de recevoir ce code qu'on reçoit chaque fois. Chaque fois qu'on rentre nos numéro de téléphone, on reçoit un SMS avec un code. Cette API nous évite ça puisque le réseau est capable de le faire. Et donc ces 3 API, la promesse qu'on fait, c'est que chez les 4 opérateurs, ça sera exactement la même. Et ça sera exactement la même aussi bien quand ça marchera que quand ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les messages d'erreur, etc. seront exactement les mêmes. En fait, pour les API qu'on fait là, dans Camara, certaines existaient déjà, ça s'appelait Mobile ID. Mais il s'avère qu'elles étaient déjà pas explicitement fermées. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des interprétations. Et donc, si vous étiez un client potentiel de cette API, il y aurait eu des risques que de l'implémentation d'Orange vs l'implémentation de notre opérateur, vous n'ayez pas exactement la même API. Et ça marche pas. Donc, on est parti de ce constat-là qu'on pouvait ne pas être d'accord sur les attributs de l'API, sur la fonction de l'API, mais si à la fin de la journée, on n'avait pas un accord, ça volerait pas, comme on dit, ça marcherait pas. Donc, on est parti de ce constat-là. C'est la première chose. Le deuxième constat, c'est de se dire qu'on a énormément de données dans nos réseaux. Ça, c'est quelque chose, vous en êtes persuadé, mais on a énormément de données. Et aujourd'hui, on n'a pas mis à disposition les données dans nos réseaux pour des développeurs, pour des différents use cases. Et ça, c'est le deuxième constat. De se dire, on va utiliser ces données qu'on a dans nos réseaux. Une de mes API préférées, moi, c'est une API Population Density Data qui permet de prédire le futur, qui permet de dire combien il y aura de personnes sur la place Bellecour à Lyon samedi prochain entre 15h et 15h30. Et ça, c'est des informations que j'ai par rapport à mon réseau en faisant du prédictif. Et on s'est dit, ça, il faut le développer. C'est des nouveaux business, c'est des nouveaux marchés. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce constat-là et qu'on est parti dans cette initiative. France Travail, de son côté, a également expliqué
Dans quelle mesure sa stratégie d'API s'inscrit dans une volonté d'ouverture vers d'autres écosystèmes? À l'époque, Pôle emploi a donc décidé de mettre en place une stratégie d'APIisation pour pouvoir diffuser ces données et concomitamment une stratégie d'open innovation, donc d'innovation ouverte, de manière à pouvoir mettre en place des initiatives avec tout un tas de partenaires, qu'ils soient publics ou privés, afin de créer des nouveaux services pour les demandeurs d'emploi. Dans les allées, nous avons également rencontré Microsoft. L'éditeur mondial, présent sur ce marché depuis des années, un peu moins visible que d'autres acteurs du marché, a tenu à rappeler qu'il fallait bien, sur le marché des API, compter sur lui. Parce que les API, c'est stratégique pour nous, stratégique pour le marché, stratégique pour tout ce qui est AI générative, ça c'est essentiel. Et nous, les API, c'est c'est deux produits, API Center et API Manager, parmi un ensemble de produits sur Azure. Il y a une centaine de produits sur Azure. Donc forcément, en pourcentage, c'est petit sur notre ensemble de portfolio, mais c'est stratégique. Puisque nous, API Management, pour nous, ça inclut l'API Gateway. Et on a un produit au-dessus qui est plutôt l'API Gouvernance, au niveau de l'entreprise, cette fois-ci pas au niveau de l'exécution, qui est API Center. C'est plus intéressant de générer du business à travers des API qu'à travers ses propres applications, puisqu'on va avoir un facteur multiplicateur. Et alors après, nous, ce qu'on a rajouté, par exemple, depuis un an, c'est toute la partie de GenAI dans l'API Gateway, puisque maintenant API Manager chez nous qui inclut l'API Gateway inclut une GenAI Gateway. Pour la branche service courrier et colis de la Poste, les API répondent à un double objectif. D'abord moderniser le système d'information et accélérer le rythme d'intégration des nouveaux services. En fait, on avait un SI siloté, on avait un SI qui manquait d'agilité. Un bon vieux monolithe. Exactement. Et donc, le DSI à l'époque a fait intervenir des architectes qui ont dit il faut APIiser ce SI, il faut le rendre plus agile, il faut enlever ses silos, il faut pouvoir faire de l'intégration de manière beaucoup plus rapide pour avoir des services qui arrivent sur le marché beaucoup plus vite. Et donc, en fait, il a décidé de faire une architecture API first, comme on dit. Et à l'époque, voilà, on a fait des études, on a choisi un produit. Alors d'abord, un produit d'API management. Et puis, au fur et à mesure du déploiement et de la publication des API, eh bien, on a entouré cet asset d'outils de management, d'outils qui aident à la gouvernance des API. Et finalement, on a mis des années à avoir une certaine maturité autour des API. Je pense qu'on peut dire qu'on y est quasiment au bout de 6-7 ans. On travaille maintenant un peu plus sur la qualité aussi des services, sur l'observabilité. C'est un gros sujet qu'on a. Et ça aide à observer le SI et gagner en qualité et toujours en performance aussi de nos services qui sont de plus en plus tournés vers les partenaires externes. La démarche a concerné au début l'APIisation du SI en interne. Donc aujourd'hui, très clairement, on a 90% de nos API, plusieurs centaines, donc au service de nos socles internes et de nos applications internes. Après, le métier, bien sûr, a vu l'intérêt de ces API et s'est tourné vers l'extérieur. Donc là, on a maintenant une dizaine d'API qui sont monétisées, qui font l'objet d'un contrat avec des partenaires et qui, du coup, apportent du business. Donc on a vraiment les deux aspects de l'APIisation. Et effectivement, le futur, c'est se tourner de plus en plus vers les partenaires externes pour qu'ils embarquent dans leur SI des assets de la Poste et qu'il y ait une fluidité dans les parcours clients. Parce qu'in fine, c'est ça qu'on recherche. Pour l'assureur Generali, les API permettent de donner corps à la vision d'Open Insurance souhaitée et portée par le groupe. On est sur un réseau affinitaire de base, un réseau d'agents généraux, un réseau salarié. Nos enjeux, c'est vraiment de s'ouvrir vers l'extérieur, d'augmenter un petit peu nos partenariats vers des entreprises ou des partenaires qui feraient même pas d'assurance, de les inclure directement dans leurs produits et dans leurs propositions commerciales, et également de toucher aussi de plus petits partenaires, des petits brokers qui n'ont pas une force de frappe d'un gros assureur comme Generali. Comme je le disais, donc dans un réseau affinitaire, on est vraiment en train de construire des offres, on construit des produits pour de l'interne. Dans une dimension d'open insurance, et c'est ce vers quoi on tend en tout cas, c'est d'ouvrir vers l'extérieur. Et donc forcément, l'APIisation nous permet de pouvoir s'interconnecter plus facilement à nos partenaires externes en leur proposant tout de suite des API de tarification, de souscription, de mise en gestion. Des hôtels, des billets de train, tout ce qu'on peut assurer en plus de prestations qu'on va acheter chez les tiers. Exactement, même des trottinettes électriques. On est vraiment dans un monde où aujourd'hui on n'achète plus de l'assurance. Alors ça existe encore bien évidemment, de sa voiture, de sa maison. On est dans un monde où
c'est packagé, c'est intégré. On est dans une assurance embarquée. Donc il faut qu'on puisse embarquer nos propositions, nos offres de valeur directement dans une expérience fluide, modulable pour le consommateur final. Le Green IT est un des sujets qui occupent les décideurs IT, qu'ils occupent fortement même. Même si l'IA bouscule beaucoup les objectifs des organisations, nombreux sont celles et ceux qui, comme Edenred, conservent des ambitions sur le sujet. Edenred a publié ses bilans carbone depuis 2019. Et ces bilans carbone nous ont montré que 41% des émissions de nos scopes 1, 2 et 3 sont issues du numérique, donc de notre IT. Donc on a travaillé avec les équipes RSE au niveau du groupe pour voir comment l'IT peut, à son niveau, mettre en place une stratégie de décarbonation. Et pour cela, l'un des premiers piliers sur les 3 que l'on souhaite mettre en place, c'est de déployer un outil qui nous permet de superviser l'ensemble, calculer, agréger et calculer les émissions à partir de nos usages, de nos ressources et de l'énergie pour notre IT. Ensuite, on a un deuxième pilier qui est plus un volet formation pour être sûr que l'ensemble des équipes IT ont connaissance des enjeux environnementaux. Et la troisième partie, ça va être comment décliner cette stratégie Green IT dans nos plans stratégiques à 3 ans au niveau de nos différentes filiales pour que chacune à leur niveau prenne les actions nécessaires pour remplir nos objectifs. Et alors la première étape, c'est vraiment ce qu'expliquait David, c'est aller venir collecter cette donnée qui n'est pas forcément toujours évidente à récupérer et surtout la récupérer de manière assez régulière pour pouvoir justement venir alimenter toute une plateforme de gestion de son empreinte. Donc cette donnée d'activité qui devient donc une donnée environnementale va permettre à nos entreprises clientes de définir quelle est la meilleure trajectoire, quelles sont les meilleures actions à prendre en considération pour réduire justement leur empreinte. Les premières étapes qui ont été entreprises par Edenred et notamment par David, c'est la simulation sur le parc IT. Donc comment je dois faire en fonction de mon existant déjà du parc IT, comment je dois faire, quelles sont les hypothèses que je dois poser pour étendre la durée de vie de mon parc IT. Et donc quelles sont les charges que je vais avoir en plus en étendant cette durée de vie et quels sont donc les impacts bénéfiques que je vais avoir d'un point de vue CO2 évidemment et d'un point de vue euro. Donc ça c'est ce qui constitue ce qu'on appelle un business case, ce qui permet à David et aux équipes d'aller aussi convaincre leur top management de passer à l'action. Chez Criteo, les efforts de sobriété portent avant tout sur la partie physique de l'infrastructure IT. On essaye d'avoir des partenariats long terme avec la plupart de nos vendeurs et fabricants. On essaye aussi d'avoir une approche très transparente où on essaye d'être vertueux, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour exprimer des plaintes vis-à-vis du vendeur de manière très directive ou même agressive. Bien au contraire, on essaye et on fait plutôt des rapports techniques poussés qui sont directement utilisables par des ingénieurs. Ça nous a pris du temps, mais aujourd'hui, on a vraiment une discussion très ouverte et plutôt d'égal à égal avec nos fournisseurs de matériel. Chez Resilio, on rappelle que la sobriété, au-delà des contingences environnementales, est un investissement intéressant pour les entreprises. Donc on a 2 choses qui polluent dans le numérique, le matériel, le hardware et le flux d'énergie. Et quand on est au niveau de software, il va falloir qu'on redescende d'une couche pour redescendre vers ce hardware et vers cette énergie. Donc l'essentiel de notre travail, c'est de faire de l'inventaire, retomber sur du concret, du solide qu'il a fallu produire et qu'il va falloir nourrir en électricité. Alors en fait, il y a 2 types. On va avoir les assets qui tournent tout le temps et qui sont assez lourds. Tout ce qui va être serveur, tout ce qui va être switch. En produire un, ça pollue beaucoup et une seule entité produit beaucoup, mais finalement, on n'en a pas tant que ça. Un serveur pollue beaucoup individuellement, mais on n'en a pas des millions. On va voir les autres qui, en fait, au global, polluent beaucoup plus parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Les smartphones, les laptops. Produire un smartphone, un laptop et l'utiliser, ça pollue beaucoup moins qu'un serveur, mais on en a vraiment, vraiment beaucoup plus. Donc au global, dans le monde entier, on est plutôt sur l'environnement utilisateur qui est celui qui pollue le plus. Aujourd'hui, investir dans le numérique responsable, c'est avant tout investir dans la sobriété. C'est la mesure la moins coûteuse et même la plus rentable, puisque c'est carrément rentable d'investir dans la sobriété, c'est-à-dire de réduire en fait l'usage incontrôlé et inutile qu'on va faire dans un certain nombre de systèmes. Ça passe en général plus par de l'humain et du process que par de l'investissement matériel.
Il est vrai qu'il y a certains cas dans lesquels on va faire de l'investissement dans du matériel ou dans des nouvelles solutions pour réduire l'empreinte, mais c'est en réalité assez rare. Si on se souvient bien que la pollution vient du matériel, on va avoir tendance à le limiter, à être plus lean, plus efficace. Le lean, on l'a vu dans l'industrie, ça permet de réduire les coûts. Donc aujourd'hui, on est plus sur une question de réduction de la voilure qui permet d'être plus léger, de plus facilement être en conformité avec les normes. C'est plutôt vers ça qu'on encourage pour un bon sens économique et environnemental. Côté AXA, Tierno Diallo a expliqué pourquoi il était intéressant de développer des API plus sobres, capables notamment de faire des appels de manière beaucoup plus intelligente. Le Green API Design, c'est un ensemble de principes, de pratiques qui sont déjà des bonnes pratiques parfois, ou parfois des nouvelles aussi, qui permettent de rendre les API beaucoup plus efficients énergétiquement parlant, en termes de consommation de ressources, et bien sûr qui vont coûter moins cher à designer, héberger et exploiter dans le temps. Par exemple, par les mécanismes de caching, il ne va pas forcément rappeler tout le temps. Il peut cacher, il ne va pas non plus calculer tout le temps les mêmes choses. Il va les garder quelque part pour pouvoir les réutiliser quand il en a besoin. Malte, plateforme connue pour mettre en relation clients et freelance, a expliqué comment elle s'est appuyée sur l'IA pour mieux définir les besoins des clients et leur permettre de sélectionner les bons profils. Il faut savoir que sur Malte, on s'est rendu compte en fait que les clients avaient deux façons de chercher des freelances. Le premier, c'est une sorte assez classique. On va rentrer un mot-clé et puis on va aller parser un certain nombre de profils et les contacter. La deuxième, en fait, ils remplissaient un formulaire et puis à la suite de ça, on envoyait en fait des profils pertinents. Et en fait, on s'est dit, on peut faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire, au lieu de passer peut-être plusieurs jours à trouver le bon profil, soit parce que, en async, on va proposer des profils, ou alors parce qu'on va attendre que les freelances répondent, ce qu'on peut faire, en fait, c'est aider les clients, d'une part, en fait, déjà à traduire leurs besoins, la façon de présenter le projet, leur langage interne, dans le langage des freelances. C'est-à-dire, est-ce que je dois taper data scientist ou machine learning engineer? Je ne sais pas forcément. Donc aujourd'hui, un client, maintenant, sur Malte, il peut, en fait, avec un petit paragraphe, décrire son besoin, et nous, on va venir en fait pré-remplir le brief pour lui. Il peut aussi avoir un PDF de job description et la feature en fait va venir dire c'est ce type de compétences finalement et tous les détails du projet. Et ça fait gagner énormément de temps aux clients. On a vu d'ailleurs que rien que de faire ça, c'est un truc qui est sur le site depuis juillet, la conversion des clients en fait a augmenté de 15% sur le site, avec l'aide en fait de l'IA qui aide à mieux définir les besoins. Et ce qu'on a fait récemment, c'est qu'aussi maintenant, on montre en temps réel les freelances les plus pertinents aux clients. Et il peut en choisir plusieurs. Et nous, on va comprendre, c'est ça comme une calibration pour vraiment évaluer est-ce qu'on a vraiment bien compris ton besoin. Et envoyer ensuite des profils similaires. Donc on a vraiment eu une transformation où des entreprises passaient plusieurs jours à trouver le bon profil, le bon talent, maintenant quelques secondes. C'est la fin de ce recap, merci beaucoup de l'avoir suivi, à bientôt.